Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le cas Beta Concept réalisé dans le cadre du cours de CEJM. Nous avons réalisé ce cas en 3 parties. Premièrement, une partie économie, ensuite une partie management et enfin une partie droit. Les questions ne sont donc pas forcément toutes dans le bon ordre. Premièrement, partie économie. Mission 1, le recrutement d'une nouvelle équipe de développeurs. Premièrement, nous allons vous décrire les principales tendances du marché du travail des informaticiens. Alors le marché du travail, c'est quoi? C'est la rencontre de l'offre et de la demande. Sur le marché du travail des informaticiens, on peut voir, notamment grâce au graphique, qu'il y a un déséquilibre entre la courbe de l'offre et celle de la demande. En effet, il y a plus d'offres que de demandes, et les entreprises recrutent des personnes peu qualifiées, car elles n'arrivent pas à trouver de gens qualifiés. Les solutions appropriées. Dans ce cas présent, les solutions seraient des formations. On pourrait proposer des conférences aussi, des coachings en ligne ou en présentiel, des salons professionnels. Mais le but serait de former les gens, de les sensibiliser à cette profession, car informaticien, c'est la profession de demain. Troisièmement, nous avons le cas de Madame Claire avec une clause de non-concurrence. Alors la clause de non-concurrence, c'est quoi? C'est quand le salarié s'engage à l'issue de son contrat à ne pas concurrencer directement ou indirectement l'entreprise qui l'employait. C'est la clause par laquelle en fait le salarié s'engage à la fin de son contrat à ne pas aller concurrencer directement ou indirectement l'entreprise qui l'employait en allant travailler avec un concurrent dans son domaine d'activité par exemple. Donc il y a 3 conditions cumulatives que doit respecter l'employeur, qui doivent être respectées pour que la clause de non-concurrence soit licite, qu'elle soit valable. Premièrement, cette clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise pour protéger les innovations de l'entreprise. Deuxièmement, elle est limitée dans le temps et l'espace pour une durée d'1 an sur le territoire français. Et enfin, elle comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, donc une indemnité de 15% du salaire annuel. Bien entendu, si on l'empêche d'aller voir des concurrents, eh bien, il faut l'indemniser en contrepartie. Deuxièmement, partie management. Nous allons voir l'impact de la substitution du travail sur le marché. La substitution du travail influe sur le marché du travail. En effet, les employés sont remplacés petit à petit par la technologie. Les entreprises automatisent et l'offre d'emploi diminue. Les métiers finissent par disparaître. Les entreprises embauchent moins car les investissements technologiques sont moins chers que d'embaucher des salariés. La demande d'emploi augmente donc et avec elle, le chômage. On peut donc dire que l'automatisation influe négativement sur le marché du travail. Sixièmement, nous allons voir la régulation de la substitution du travail par l'État. En effet, si la substitution du travail impacte le milieu du travail, l'État est là pour accompagner et réguler ces transformations du marché. En effet, elle offre des réformes pour les formations professionnelles, des aides à l'insertion professionnelle, des formations CPF, des offres de formation, des projets de loi, comme le projet de loi Avenir professionnel. Toutes ces démarches sont là pour favoriser l'insertion professionnelle, lutter contre la substitution du travail et permettre aux citoyens d'être mieux formés. Parce qu'en effet, un citoyen mieux formé, c'est un citoyen qui a un meilleur accès à l'emploi. Car plus ses compétences sont grandes et moins la substitution de son travail sera facile. En effet, il est très difficile d'automatiser un métier qui demande des compétences accrues. Dans les chiffres, 40% des travailleurs avec un niveau inférieur au bac ont un fort risque de substitution par la technologie. Au contraire, 5% seulement des travailleurs avec un niveau supérieur au bac ont un risque de substitution par la technologie. Et on peut voir que le taux de chômage chez les non-qualifiés est 3 fois plus élevé que chez les personnes ayant réalisé des études dans l'enseignement supérieur. Maintenant, nous allons voir la partie droit. Les conditions de validité d'un licenciement. Dans les faits, à la suite de la construction d'une barrière, certains salariés sont devenus obsolètes et un employeur a décidé de les licencier. Ces derniers s'y opposent car ils considèrent que le licenciement est abusif.
il y a un litige entre les deux parties, car les employés disent que l'employeur réalise du bénéfice et qu'il n'a donc pas le droit de les licencier. Qu'en est-il vraiment ? D'après l'article L 1232.1 du Code du travail, tout licenciement, qu'il soit personnel ou économique, doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, qui représente le motif qui a poussé l'employeur à rompre le contrat. Une cause réelle signifie qu'elle doit exister, être objective, reposer sur des faits vérifiables et exacts, être indépendante de la bonne ou mauvaise humeur de l'employeur. Une cause sérieuse est une cause qui, selon le ministère du Travail, doit revêtir une certaine gravité, qui rend impossible, sans dommage pour l'entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement. En l'espèce, on peut voir que les salariés étaient dispensables à l'entreprise. Il n'est donc pas illégal de les licencier. L'employeur est dans son droit, car l'employeur n'avait plus besoin d'eux. Septièmement, solution juridique au litige entre l'employeur et les salariés récalcitrants. On a deux cas de figure où la modification des horaires de travail est unilatérale. Premièrement, l'intérêt de l'entreprise est concerné. Deuxièmement, les horaires ne sont pas mentionnés sur le contrat de travail au préalable. L'article 1134 du Code civil, alinéa 1er, explique les cas où le refus est impossible pour les deux parties. En cas de refus, il y a un abandon de la modification des horaires et un début de procédure de licenciement. Huitièmement, les leviers de motivation pour les salariés. On a de nombreux leviers de motivation pour les salariés. Premièrement, la rémunération. Ensuite, la culture d'entreprise. Ensuite, nous avons l'intérêt du poste et de la mission pour l'employé. Ensuite, la reconnaissance. Ensuite, l'évolution professionnelle, le management, l'organisation du travail. Et enfin, la qualité de vie au travail. Pour Herzberg, les facteurs d'insatisfaction peuvent être éliminés par, premièrement, une bonne condition de travail, des bonnes conditions de travail, et deuxièmement, une bonne rémunération. On a des salariés qui sont plus concernés par la première raison et d'autres par la deuxième. Neuvièmement, les leviers de motivation des juniors et des seniors. Comme dit plus haut, on a des salariés qui sont plus concernés par vouloir de bonnes conditions de travail et d'autres par vouloir de bonnes rémunérations. Alors, les juniors, par exemple, issus de la génération Z principalement, sont très proches de l'informatique et des nouvelles technologies. Ils recherchent souvent une quête de sens dans les entreprises qu'ils intègrent et de bonnes conditions de travail, une bonne intégration, une bonne ambiance et du bien-être en entreprise. Les seniors, eux, recherchent plus une hiérarchie, c'est plus vieille école, des privilèges, des avantages financiers, un bien-être financier. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé et écouté. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche et à bientôt pour une prochaine vidéo.